Voyage en récit Xavier Louby. et Geoffroy Scrive. Mais Monsieur Lobby, merci de me recevoir. Nous sommes ici au port du château de Brest. Vous êtes conservateur du patrimoine et vous êtes le chef divisionnaire donc, du service historique de la Défense basé ici à Brest, parce qu'il y a d'autres services historiques de la Défense en France. En Bretagne, on peut citer Lorient, mais évidemment le centre névralgique, si je puis dire, de pouvoir reste à Paris, il me semble, au château de Vincennes. Au château de Vincennes, tout à fait. Voilà. Mais donc nous sommes ici à Brest, on peut imaginer évidemment un service historique que beaucoup de Brestois peuvent voir sans savoir, peut-être que cela et sans même jamais y être entré. Est-ce que vous êtes déjà demandé, Xavier Lobby, combien de Brestois passent sur les rampes montantes ou descendantes au port et qui ne sont jamais venus ici au service historique de la Défense? Avez-vous un ordre d'idée? On n'a pas d'ordre d'idée vraiment précis et fin, mais ce que l'on constate, c'est qu'effectivement le service historique de la Défense, qui est quand même un grand bâtiment, Oui. beaucoup de Brestois passent devant sans trop savoir finalement ce qu'il y a dans ce bâtiment. Si ce n'est que la grande porte en bas du hangar est souvent ouverte, mais l'autre, elle ouvre sur le club nautique, elle ouvre pas du tout sur le service historique de la Défense. Donc les gens se limitent à dire, ce bâtiment, c'est le club nautique, il abrite des bateaux, alors ce qui n'est pas faux, de la marine, et puis c'est tout. Mais on n'imagine pas un seul instant qu'il y a les archives de la marine nationale dans ce bâtiment. Et je crois savoir qu'il en abrite plus de 13 km linéaires. C'est-à-dire que si vous alignez sur le sol tous les livres, tous les ouvrages, vous atteignez plus de 13 km. Alors, en fait, on est dans les chiffres, de manière plus précise, on est quand même plutôt en dessous de 13 et on est plus proche de 12 que de 13. Mais enfin, disons qu'on est effectivement à plusieurs kilomètres d'archives qui sont donc effectivement regroupées, rassemblées dans ce bâtiment. Et à quand on remonte les plus anciennes? Je crois que vous avez une édition, je crois que je me trompe peut-être, une édition originale de Copernic. Oui, tout à fait, c'est ça. Donc, alors ça fait partie du fonds de l'Académie, l'Académie royale de la marine. Et là, vous citez effectivement l'une des pièces les plus anciennes, on va dire pour la partie bibliothèque, c'est-à-dire pour la partie qui relève du fonds de l'Académie royale. Sur la partie archives, on remonte finalement à Louis XIV et à la seconde moitié du XVIIe. Quand vous avez l'occasion d'ouvrir une de ces archives, là vous parlez de Louis XIV, on parlait de Copernic, vous en tant qu'archiviste, est-ce qu'on peut dire archiviste? Archiviste. En tant qu'archiviste, quelle est votre émotion quand vous touchez ce genre d'objets du passé qui livrent encore leurs secrets aujourd'hui? J'ai quand même toujours l'impression d'avoir un privilège, quelque part, parce que ce sont des documents qui sont évidemment très rares, très fragiles, inédits, et dont finalement notre métier premier, nous en tant que conservateurs, en tant qu'archivistes, c'est d'assurer la préservation de ce fonds, mais aussi d'en assurer la valorisation et la transmission. Donc évidemment l'émotion elle est forte parce que tout un chacun ne n'ouvre pas tous les jours un registre du XVIIe ou plus ancien parfois. Donc c'est vrai que c'est un côté un peu peut-être mystérieux et honorifique, on pourrait dire aussi, du métier. Pour autant, l'une de nos missions, c'est aussi le service public et c'est la transmission. Donc du coup, on offre aussi la possibilité au public de voir ces documents-là. D'où la salle de lecture. Qui est très importante ici. Voilà. Et d'où les JEP, par exemple, les Journées européennes du patrimoine, qui sont une autre occasion finalement de découvrir le site et de découvrir des trésors. Alors justement, Xavier Lobby, quel est votre attachement personnel? J'imagine qu'il y a un attachement aux documents, il y a un attachement aussi à l'histoire, il y a peut-être un attachement à la transmission, parce que vous cherchez à valoriser un peu ces patrimoines. Y a-t-il aussi un attachement à la recherche historique? C'est un mélange de tout cela ou il y a quelque chose qui prédomine? Alors, c'est effectivement un mélange dans le sens où finalement, ça répond à nos missions qui sont variées, multiples, et qui touchent à la fois, on va dire, à la collecte de nos fonds, mais aussi à la conservation, et donc à la préservation, et donc à tous les programmes, toutes les techniques de préservation de nos fonds, mais derrière, à la valorisation, et donc aussi à la communication. Et tout ça, finalement, est inscrit dans nos missions régaliennes et réglementaires. Et j'ai l'impression, au cours d'une semaine, d'essayer de piloter un peu avec mon équipe bien sûr, de piloter toutes ces actions à des niveaux finalement différents et avec des intensités différentes selon les semaines, selon les opportunités aussi, selon les occasions.
Quel est l'agenda actuellement? Alors nous réalisons cette émission au mois d'août, donc Oui. c'est un petit peu calme, mais Oui. peut-être qu'à la rentrée ou à l'automne, l'hiver qui viennent, vous avez quelques anniversaires, quelques échéances que vous voulez mettre en avant dans la Oui. salle à côté de la salle de C'est lecture. ça, c'est ça. Alors donc il y a effectivement des échéances. Il y a l'échéance, je dirais, traditionnelle et annuelle qui est celle des Journées européennes du patrimoine. Voilà, donc on le rappelle, c'est toujours le troisième trimestre, le troisième week-end du mois de septembre. Donc ça, c'est effectivement un temps fort pour les services culturels, on va dire, hein, de l'État et des collectivités territoriales, du reste. Après, nous avons aussi des programmations d'exposition. Donc la prochaine exposition devrait être inaugurée dans le courant du mois de novembre. Elle devrait porter sur les décorations des soldats et des militaires. De toute époque? Surtout quand même 19e. On a quand même un focus plutôt sur le 19e et 20e. Hein. Et puis, on a je dirais une dernière, si tant est qu'on puisse les quantifier, une dernière opération qui est celle de la numérisation et de la mise en ligne de documents relatifs à la Jeanne d'Arc. Ah oui. Donc en fait, qui sont des albums de construction qui nous ont été versés par DCNS, aujourd'hui Naval Group, dont on a engagé il y a déjà quelques années les opérations de numérisation, et nous arrivons maintenant à la phase de la mise en ligne. J'en profite peut-être pour rappeler le site, c'est le site de Mémoire des Hommes, qui est un site qui dépend de la DPMA, de la Direction de la Mémoire, des Archives et du Patrimoine, et à partir duquel donc on va pouvoir mettre en ligne les images. Mais je crois qu'une vidéo de quelques minutes a déjà été effectuée sur YouTube, on peut la trouver. Oui. On voit les images se succéder de la construction de ce magnifique navire. Ouais. Ça, c'était une opération qui avait été conduite avec des étudiants de l'université et qui s'était proposé dans le cadre de leur master de réaliser sous la forme d'un mini-film l'élévation finalement progressive de la Jeanne d'Arc à travers effectivement ce film où on voit finalement un peu comme une élévation d'une cathédrale le bâtiment de la Jeanne d'Arc qui s'élève au fil de la consultation finalement des images de l'album photographique. Et les photographies ont été trouvées ici dans vos archives voilà, au SHD. Les photographies maintenant font partie du fond du SHD à la suite donc du versement effectué par Naval Group en fait. D'accord. Ouais. Sentez-vous justement chez les jeunes qui sont venus peut-être pour réaliser ce film un attachement justement à ce patrimoine, à ces photos, à cette histoire maritime liée à Brest, et peut-être si vous aviez un conseil à donner peut-être à ces jeunes ou à certains qui nous écoutent et qui seraient férus d'histoire, férus d'archives, quel conseil auriez-vous à leur donner si jamais un jour ils voulaient embrasser cette carrière d'archiviste, ce métier d'archiviste? Alors nous recevons régulièrement des jeunes, j'allais dire, de tous âges. La première sensibilisation se fait au niveau 3e avec les stages de 3e en fait, où on en reçoit très régulièrement. Et je sais par la suite que certains élèves de 3e nous écrivent plus tard pour dire qu'ils ont engagé par exemple des études d'histoire. Donc on marque déjà un peu certains esprits là-dessus. Après, ce sont évidemment des étudiants essentiellement avec lesquels nous travaillons et qui sont chargés dans le cadre de leur master souvent de rédiger un mémoire ou voire même plus des thèses et qui dans ce cadre-là sont amenés à finalement consulter les sources d'archives, puisque finalement notre vocation première pour un archiviste, c'est de mettre à la disposition des étudiants, des historiens, des enseignants, les sources relatives à l'histoire de la marine. Et ces sources sont produites sous la forme d'un instrument de recherche, et c'est vraiment ça notre mission fondamentale en fait. Là on est vraiment aux sources, je dirais, de notre métier, mettre ces sources à la disposition de tous pour que chacun puisse en faire ce qu'il souhaite en faire finalement. Ça ne nous appartient plus à la limite. Voilà. Donc je sais pas, parmi les conseils, c'est probablement de l'intérêt de retrouver une histoire qui, dans certains cas, a bien disparu. Là on a par exemple, pour vous donner juste un exemple, actuellement au SHD on présente des plans des casernes de Brest. On s'aperçoit que beaucoup de casernes aujourd'hui ont totalement disparu du paysage urbain, alors pour plein de raisons, d'aménagement. Et les forts, les forts Mingan, les forts Mingan, qu'on peut voir quand on passe le Goulet. Absolument. On a tous ces plans. On a fait un focus sur les casernes, plus spécifiquement, mais ça n'exclut pas effectivement que nous ayons aussi des plans de forts. Et j'étais tout à l'heure justement avec l'un des responsables de l'ABF, donc de l'architecture des bâtiments de France, les architectes des bâtiments de France, et il me redisait combien la présence de ces plans était extrêmement intéressante
parce qu'elle témoignait finalement d'une construction et d'une forme d'architecture militaire qu'on ne retrouve plus aujourd'hui dans notre paysage urbain de la ville de Brest, parce que la majorité de ces casernes, malheureusement, a totalement disparu. On parle de la caserne Fautras, par exemple, ou de la caserne d'Aboville, ou de la caserne d'Estrée. Et on ne trouve plus rien du fait de la guerre. Et voilà. Alors, ou de destruction de la guerre, ou de réaménagement de réaménagement de la cité, avec notamment le déclassement, par exemple, des fortifications dans les années 20, en 1920, qui est finalement aussi un peu à l'origine de il faut bien le dire, de la destruction d'un certain nombre d'édifices, mais qui ne sont pas liés du tout à la guerre. Vous parliez du côté précieux de ces archives, justement. Ces 13 km linéaires ici, qui sont dans des salles que j'ai eu la chance de voir, de visiter, c'est immense. Comment justement les préservez-vous, ces documents? On imagine des conditions d'humidité, de température assez spécifiques. Il faut les préserver. Nous avons des hivers assez humides dans la région. Et des étés de plus en plus chauds. J'imagine que le papier, les cartonnages doivent souffrir. Oui, c'est vrai, c'est une bonne question, parce que ça, c'est quand même aussi un autre cœur de notre métier. C'est effectivement la préservation. C'est bien de valoriser et de communiquer, mais la première fonction, c'est effectivement de garantir la préservation de ces fonds. Et c'est vrai que c'est une préoccupation, on va dire, quotidienne et permanente. Ce qui fait que notre bâtiment bénéficie d'un système de climatisation. Et tous nos magasins d'archives sont équipés donc, de moyens techniques, et donc d'armoires clim, qui permettent de garantir, on va dire, les conditions les plus optimales pour assurer justement la préservation des fonds d'archives et de l'ensemble des archives, avec une température de l'ordre de 18 à 19 degrés à peu près, et une humidité relative de l'ordre de 50 à 55%. Voilà, ça, ce sont les conditions optimales. On ne va pas dire qu'on y arrive toujours au top du top, mais on essaye toujours de se rapprocher au mieux de ces curseurs pour justement garantir dans le temps la bonne conservation des documents. Nous avions récemment sur cette antenne la chance de rencontrer Dominique Deuillard, qui s'occupe de reliures d'art, notamment reliures d'ouvrages anciens. Avec lesquels nous travaillons beaucoup. Je crois que vous travaillez avec elle, mais je ne sais pas si l'on peut donner un chiffre, mais en termes de budget, combien cela peut-il représenter, je veux dire, cette part de restauration d'ouvrages que vous confiez par exemple à des relieurs? Je ne vous cache pas, c'est un budget serré, très conséquent. Conséquent. Enfin, au niveau comment dirais-je, budget lui-même, c'est un budget qui s'élève très vite. Oui. C'est ça que je veux dire. Mais par contre, il est très contraint, parce qu'on a des crédits budgétaires qui sont qui restent très limités. Bon, pour vous donner un ordre d'idée, puisque vous parlez de Dominique Deuillard et donc des ateliers du Moulin-Carillon. Du Moulin-Carillon, on vient de lui confier un ensemble de 6 registres. Qui sont des registres des matriculaires des ouvriers de l'Arsenal. Donc, pas forcément très anciens, encore, qui couvrent une période de la seconde moitié du 19e. Particulièrement dégradés, même très très dégradés. Du fait des conditions de leur utilisation à l'époque. Du fait surtout d'une consultation excessive ici. Voilà. Et d'une absence totale de numérisation. Voilà. Eh bien, le coût s'élève à 40 000 €. Pour 5 registres. Donc vous voyez, pour 6 registres, pardon. Donc tout de même. C'est vraiment des coûts qui sont très importants, et sur lesquels malheureusement nous avons une ligne budgétaire qui reste toujours très, très réduite. Et encore, j'estime que j'ai eu beaucoup de chance sur le budget 2022 par rapport à celui de 2021, puisque j'ai pu effectivement bénéficier d'une ligne budgétaire de 40 000 qui était de 10 000 en 2021. Donc vous voyez, donc c'est des budgets extrêmement importants, parce que c'est un travail d'art. Oui, c'est un travail d'art. C'est un travail d'art. C'est un travail extrêmement long. Minutieux. Très méticuleux, très minutieux. Et qui exige évidemment énormément de temps, mais dont les résultats sont extrêmement performants et s'imposent de toute façon, surtout quand on a des registres anciens. Mais qui permettront sans doute aux descendants des descendants actuels de continuer à les consulter. Et surtout qui permettront dans un deuxième temps de les numériser, pour éviter désormais toute consultation massive. Oui. Alors, c'est sûr, on n'a plus le rapport et le contact avec le document, mais ça permet justement, là vraiment la numérisation est vraiment une opération de sauvegarde et de préservation de nos documents. Alors justement, puisque vous parlez du numérique, comment abordez-vous
ce virage monumental de notre société par rapport au papier. Je pense à des services comme le CHOM, Service hydrographique océanographique de la Marine, qui publie de plus en plus de documents numérisés. Quelle démarche faites-vous vers ces documents numériques? Il faudra peut-être un jour ou l'autre archiver des cartes spéciales qui n'auront existé qu'en format GEOTIFF, JPEG pour l'image. Est-ce que vous pensez déjà un petit peu à cela pour le futur? Oui, bien sûr. C'est une évolution majeure. Oui. J'ose même dire que c'est une révolution. C'est une révolution numérique dans nos métiers. Parce que on est face à, on est face à un défi gigantesque qui est le défi du 21e siècle. Il ne faut pas se cacher. On y est en plein dedans, là. Qui consiste à poser la question de fond. Quelles sont les techniques et les infrastructures qui s'imposent aujourd'hui pour assurer la bonne conservation et la transmission et la consultation par conséquent de l'ensemble des données, attention, nativement numériques. Ça signifie qu'il n'y a plus de support papier, il n'y a plus de recours possible au support papier. Voilà, ça c'est l'enjeu de l'archivage d'aujourd'hui et surtout de demain, mais le demain il est là aujourd'hui. On est vraiment dans l'aujourd'hui déjà. Donc c'est un énorme défi qui est porté par le ministère, bien sûr des armées, pas que. L'ensemble des ministères aujourd'hui travaillent sur cette... et donc l'ensemble du réseau archivistique contemporain français travaille sur cet enjeu majeur. Parce que vous imaginez que derrière, ce sont des infrastructures énormes, gigantesques, coûteuses, et qui posent aussi des questions environnementales et stratégiques, parce qu'il y a des serveurs, politiques et économiques. Donc on est à la croisée, je dirais, d'un défi immense dont on commence aujourd'hui un petit peu à percevoir à la fois les enjeux mais aussi les problématiques et dont on mesure aujourd'hui les difficultés par rapport à un avenir à court et à moyen terme. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut bien dire les choses, on travaille depuis quasiment 2 ans sur une plateforme d'archivage électronique mais qui n'est toujours pas en mode opérationnel, parce que c'est un travail extrêmement long. On espère pouvoir rentrer en opérationnel en 2023, peut-être fin 2023. En tout cas, d'ici la fin de cette décennie, c'est clair que le ministère disposera d'outils fiables pour la conservation du numérique. Mais c'est un nouveau métier. Quels sont vos liens entre les différents services historiques de la Défense? Peut-être justement sur le plan technique, certains sont peut-être plus avancés que d'autres, ont peut-être eu plus de moyens, et ça dépend aussi évidemment des archives qu'ils hébergent. Comment discutez-vous ou travaillez-vous ensemble avec le siège? Sur le plan du numérique, on est, je dirais, à peu près tous au même niveau, parce qu'en fait le travail consiste à couvrir l'ensemble du champ du SHD, c'est-à-dire les 10 sites. Donc il n'y a pas forcément un site qui soit plus avancé qu'un autre. Il faut savoir qu'à partir du moment où la plateforme d'archivage électronique sera mise en œuvre, elle concernera l'ensemble des sites. Donc à partir de ce moment-là, nous pourrons démarrer au même stade, avec la même vitesse, et passer éventuellement aux vitesses supérieures. Après, il y a certains services, c'est vrai, vous avez raison, qui sont peut-être un peu plus en avance que nous, parce qu'ils ont peut-être déjà plus indexé, parce qu'ils ont déjà saisi un certain nombre de bases de données. Voilà. Mais globalement, on est sur le même chemin, et on est, de manière là encore globale, je le répète, sur un même niveau d'information et un même niveau de démarrage. De votre côté, parlons un petit peu de vous, Xavier Lobby. D'où cette idée d'être archiviste vous est-elle venue? Quelle était votre motivation? On imagine peut-être un enfant, un adolescent plongé dans des livres d'histoire, posant d'innombrables questions à ses professeurs. Est-ce loin du compte ou... C'est pas tout à fait vrai. En fait, c'est parfois un peu le hasard des choses qui font qu'on aboutit à la fois dans une voie, dans une carrière. Bon, ce qui est certain, c'est que l'histoire m'a toujours intéressé. Plus particulièrement quand je suis devenu lycéen. C'est vrai que j'avais un goût qui s'est progressivement, je dirais, approfondi sur l'intérêt historique. Je pense que le rôle des professeurs aussi joue. Je me souviens toujours de 2 professeurs excellents qui m'avaient vraiment marqué dans mon cursus scolaire. Je me souviens de professeurs étudiants, pour le coup, qui aussi ont confirmé finalement quelque part ce désir et ce souhait de pouvoir poursuivre. Alors au départ, je n'avais pas forcément pensé immédiatement aux archives, puisque mon intention c'était en fait plutôt de travailler, alors certes de travailler dans le secteur patrimonial, ça c'est évident,
Là-dessus, il n'y avait aucun doute. Mais le secteur patrimonial, c'est des champs qui sont très vastes. D'accord. Et au départ, c'était plutôt un profil muséographie qui m'intéressait. Et de manière encore plus précise, en fait, c'est l'inventaire général. Voilà, donc j'avais fait un stage au niveau de l'inventaire général. Et quel est l'inventaire général? L'inventaire général, en Oui. fait, c'est ce qu'on appelle, aujourd'hui ça dépend de la TRAC, c'est l'inventaire par exemple, l'inventaire des communes du littoral, par exemple, D'accord. l'inventaire des objets ou des monuments en vue d'une inscription ou d'un classement au titre des monuments historiques, ou des objets d'art sacré au titre. Voilà, cette démarche-là m'inscrivait parce qu'il y avait à la fois une dimension scientifique et une dimension de transmission, Oui. déjà au départ. Voilà. Je dirais que c'est un peu le hasard des concours qui a fait que la voie des archives s'est ouverte, d'autres se sont fermées. Et ma foi, voilà, j'ai passé après le concours pour accéder à ce qu'on appelait à l'époque un DESS d'archivistique à l'université de Haute-Alsace à Mulhouse, qui m'a conduit finalement à décrocher un diplôme d'archiviste documentaliste pour tout au départ, et qui m'a permis finalement de postuler en territorial tout au début de ma carrière, donc ça remonte déjà à quelques années. Étant donné le lieu où nous nous trouvons, Xavier Lauby, j'imagine qu'il y a naturellement un intérêt aussi ou un goût pour la lecture. Oui, bien sûr, il y a un goût pour la lecture. Qui pourrait tendre à se perdre aujourd'hui. Ah, mais complètement, Oui. complètement. Il y a un goût pour la lecture, il y a aussi un goût pour, bon, ça c'est ma fibre, hein, si je puis dire, pour essayer de préserver des histoires familiales. Voilà. Et je trouve que dans nos sociétés qui sont de plus en plus disparates, comment dirais-je, on a l'impression que les fils se défilent de plus en plus. Oui. Et donc les histoires familiales sont parfois de plus en plus douloureuses d'ailleurs, et sont surtout de plus en plus compliquées à reconstituer. Or, je m'aperçois parmi les jeunes, même des enfants, que c'est important de savoir d'où ils viennent et finalement quelle est leur histoire familiale. Alors, je ne le fais pas pour comment dirais-je, pour les généalogies les plus récentes, Non. mais à travers l'histoire d'un amiral, par exemple, l'histoire d'un soldat, eh bien, on peut retrouver un peu son fil, Oui. le fil de son histoire finalement, et s'apercevoir que finalement, son histoire s'enracine d'abord dans un territoire, dans une mémoire, dans une famille. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé et qui continue à m'intéresser, à me passionner. Y a-t-il par exemple des descendants d'un certain Lapérouse qui viennent à Brest voir le Goulet d'où leur ancêtre est parti pour un aller simple, si j'ose dire, et qui s'arrêtent au service historique? Il y a les fameux membres de l'association des Amis de la Pérouse, oui, évidemment, bien sûr. Oui. On a des associations des Amis de... il y a beaucoup d'associations, comme vous savez, un peu partout. Oui. Les associations du Musée national de la Marine, bien évidemment. Les associations des anciens aussi de DCNS. Ah oui. Voilà. C'est vrai que à coup d'associations, on pourrait dire, il y a beaucoup de comment dirais-je, de porteurs un peu d'histoire locale, et avec le souci de persévérer et de transmettre en fait, et comment dirais-je, d'assurer effectivement une pérennité en fait de cette mémoire. Mais c'est l'histoire d'une famille, mais ça peut être l'histoire et la mémoire d'un bâtiment aussi, par exemple. Oui. D'un bâtiment au sens infrastructure, oui, et puis, mais d'un bâtiment au sens un bateau. Un bateau. Voilà. Un navire. Donc on peut trouver finalement toute forme de généalogie qui est intéressante dans l'histoire et dans le temps et qui nous ramène à aujourd'hui en fait. Oui. C'est ce lien en fait toujours. Je me considère pas du tout comme un homme du passé, mais j'aime bien enraciner ce que je suis aujourd'hui par rapport à l'histoire récente ou plus ancienne. Et je trouve que ce lien et je dirais ce va-et-vient permanent entre l'aujourd'hui et l'hier apporte toujours des éclairages. Oh, je prends un autre contexte et une autre histoire complètement différente, mais ce qui se passe en Ukraine, par exemple, pour moi, c'est extrêmement frappant, parce que c'est ce qui se passe en Ukraine. Je relisais un courrier, une lettre plus exactement, de l'amiral Odendal en janvier 1916, où il faisait le récit de ce qui se passait aux Dardanelles en 1916. Et ben, je vous assure que j'avais vraiment l'impression de retrouver des flashs d'informations sur l'Ukraine. Oui. C'est impressionnant, cette similitude, malheureusement, hein, l'histoire se répète, hein, mais c'est intéressant justement de voir comment les forces à l'époque, les pays se sont finalement mis sur un terrain d'entente et de paix, et je me dis, aujourd'hui, on est encore plus qu'aujourd'hui dans l'actualité avec ce qui se passe en Europe et plus précisément en Ukraine.
Vous avez prononcé le mot de racine, alors je crois qu'on peut y être attaché, je veux dire par là, pour chercher quelque chose de son passé, du passé de sa famille, de son passé dans cette ville, de Brest, son patrimoine. Découvrez-vous parfois, au gré des archives qui vous arrivent, ou sur lesquelles vous arrivez à mettre la main, des secrets, ou est-ce que vous parvenez par ces archives à élucider quelques mystères, quelques doutes que l'histoire laissait jusqu'à découvrir justement ces archives? Alors, oui et non. Sans doute que oui, parce qu'il y a des fonds d'archives qui comportent encore sans doute une part d'ombre, ou des zones d'ombre, ou une part de secret, mais qui, au fil des années, va s'ouvrir au public. Voilà. Je pense par exemple, alors nous ne sommes pas concernés, parce que nous n'avons pas d'archives là-dessus, mais les archives sur la guerre d'Algérie, par exemple. Ah oui. Je pense qu'on n'a pas fini de découvrir un certain nombre peut-être de vérités ou de nouveaux éclaircissements sur cette période particulièrement compliquée, douloureuse. Mais c'est tout autant vrai pour la Seconde Guerre mondiale encore aujourd'hui. Ou sur l'Indochine. Ou même la guerre de Crimée dont plus personne ne parle. Exactement, voilà. Donc on voit bien qu'il y a encore... et Marcel Kébir, par exemple. Oui. D'autres événements, voilà. Je prends un autre exemple qui s'est déroulé il n'y a pas longtemps. Et c'est pour ça que je l'ai vraiment en tête et en mémoire. On a eu la chance de pouvoir recevoir l'an dernier un fonds privé qui aujourd'hui a été donné au service historique de la Défense, qui est le fonds de l'amiral Odendal. J'ai reçu le 13 juillet dernier tous les descendants, toute la famille. On avait 70 personnes ici. Et pendant quasiment 2 heures, la famille a redécouvert ce fonds transféré, d'un commun accord bien sûr, par tous les membres de la famille, transféré et désormais conservé indéfiniment au service historique de la Défense à Brest. Et il se demandait, c'est pour répondre à votre question, il se demandait quelle était l'attitude justement de l'amiral Odendal en 1940. On voyait bien que c'est pas clair. On sait bien par définition que la marine était plutôt du côté d'eux, mais ça ne veut pas dire que tous les officiers étaient du côté d'eux. Voilà. On voit bien aussi, lorsqu'il rédige souvent manuscrit de son entretien avec De Gaulle, que ça ne se passe pas forcément très très bien. Ça ne veut pas dire qu'il est de l'autre côté. Non. Voilà. En fait, l'histoire nous apprend qu'on n'est pas dans un camp ou on n'est pas dans notre camp, on n'est pas blanc, on n'est pas noir. Il faut vraiment, l'histoire, elle nous apprend à relativiser. C'est ça surtout, je trouve. Et peut-être à remettre les choses à leur juste place de manière plus apaisée, ou en tout cas, on espère, de manière plus apaisante. Et à la fin de cette séance, j'ai été extrêmement marqué parce que j'ai 2 petits-fils finalement de l'amiral qui sont venus me voir pour me remercier de cet événement et pour nous dire, nous repartons, je cite, apaisés. Vous voyez, donc ça veut dire que il y a encore des zones douloureuses dans les têtes, mais je pense que dans toutes les familles on trouvera ça. Il y a des zones qui sont plus ou moins douloureuses. Et c'est vrai que se replonger parfois dans une histoire récente ou ancienne permet peut-être, enfin moi c'est ce que j'essaye aussi, permet peut-être de s'apaiser et d'apaiser. Peut-être de retenir aussi nos émotions à l'emporte-pièce, si j'ose dire. C'est ça, d'être moins radical peut-être. D'être moins radical. Voilà, je pense. Et ça c'est peut-être une des forces et un des atouts peut-être de l'histoire. Parce qu'on a tendance à toujours idéaliser le passé aussi. Complètement. Ou à le noircir. Soit le noircir, soit le blanchir, je ne sais pas, mais ce qui est certain, c'est qu'un archiviste n'a pas à prendre position. Non. Voilà. Parce que lui-même est conscient qu'il n'a pas accès à tout. Non. Il a accès qu'à un bouquin. Il a accès à un bouquin, il a accès à des sources, et après c'est l'interprétation des sources. Et ça, on ne demande pas ça à un archiviste. Il n'a pas à interpréter des sources. Il a à mettre à disposition les sources pour permettre aux générations d'aujourd'hui, aux historiens, de faire la lumière sur ce qu'on peut produire comme lumière. Peut-être pas forcément à 100%, mais en tout cas permettre d'apporter des éclairages à partir de la consultation de sources. Mais l'archiviste, lui, n'est pas là pour ça. Ça, c'est le rôle de l'historien. Voilà, c'est vraiment la différence que je fais, moi, entre le métier d'archiviste et le métier d'historien. Moi, je ne me risquerai jamais à faire une interprétation sur, voilà, comment était l'amiral Odendal. Non, je mets la disposition. Ou, pour parler d'un sujet que toute la France connaît, voilà qui était Jeanne d'Arc au vu des notes de son procès, qui sont Absolument. Une source prodigieuse aujourd'hui encore. Absolument. Et on pourrait multiplier les exemples par puissance n sans doute. Et pourtant, on peut quand même regarder avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir et beaucoup d'intérêt des films de Drière ou de Robert Bresson sur le sujet. Bien sûr. Qui les ont fait à partir de ces notes-là. Bien sûr. Quand nous recevons des étudiants, on travaille beaucoup avec l'Université Bretagne Occidentale pour des mémoires, pour des thèses.
leur travail consiste justement à argumenter, à défendre un positionnement, une interprétation, Oui. une lecture, à partir effectivement de l'écriture et de la consultation de sources d'archives. Donc nous, on va leur donner les outils, finalement, les ingrédients, le gisement. Ben, vous avez ce gisement à votre disposition, à vous de jouer. La carte, elle est entre vos mains, elle n'est pas entre mes mains. Merci Xavier Louis. Merci beaucoup. Merci.